bonjour à tous. Moi je suis Clément, je suis designer. Je suis accompagné de Nicolas qui l'est tout autant. Anciennement de Strat, je dis pas ça parce que Dominique Siama ici, ancien directeur, est face à nous. Aujourd'hui on va vous parler de symbiose, on va vous parler de design, voire du mariage des deux. Je pense que c'est une union assez prometteuse. Peut-être pour resituer un peu, nous, en tant que designer, comment on se resitue dans notre recherche. On aime bien dire que c'est une recherche interdépendante, comme dirait Gauthier Chapelle avec la Terre, TE de 2RE, ou simple citoyen du monde aussi engagé et assez militant. On se place au carrefour de différents champs académiques qui traitent des problématiques qui sont liées à l'anthropocène. Et le design là-dedans, un design de l'anthropocène, on pourrait le définir comme ça, ce serait quoi? Ce serait un design qui aurait pris conscience d'un héritage, celui d'un monde organisé, un monde en train de se défaire, un possible effondrement, et qui face à ce constat-là, une nécessité impérieuse d'en prendre soin. Prendre soin des individus, de leur santé, prendre soin de la société, donc de la démocratie, prendre soin de la planète, donc des ressources et du vivant, on va y venir. C'est une démarche James Whisker qu'on défend aussi dans notre agence, donc je vous donnerai quelques mots ensuite. Et donc pourquoi le design au milieu de l'anthropocène? Pourquoi ce vaste projet? Le design il a un rôle politique, chaque projet est politique, le dessin EIN, mais aussi le dessin EIN, et derrière chaque produit, chaque service, chaque process, chaque solution, il y a une dimension politique, celle d'un monde commun, d'un milieu commun qui serait un projet en soi à réaliser. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'habitabilité du monde, et on met en place des solutions pour ça. Parfois même, on préfère ne rien faire, c'est bien mieux. Et donc on va parler de symbiodesign. Le symbiodesign qui est donc qui vise à rétablir comme ça la relation au vivant dans les métiers de la création. Alors quand je dis relation au vivant, c'est dans toutes ces dimensions, que ce soit ontologique, que ce soit même sensible, que ce soit très pragmatique. Donc le symbiodesign ancre et place la relation au vivant et la symbiose, je vais y arriver, au cœur même de la conception, au cœur même des délibérations, des systèmes de production, de sorte à les rendre compatibles avec le système. Donc on se présente. Avant d'aller au-delà, on peut se présenter un petit peu. Je suis Nicolas Anderson. Bonsoir, on m'entend pas? Je m'appelle Nicolas Anderson. Je travaille au sein d'un collectif que j'ai eu la chance de cofonder qui s'appelle le collectif TAMA. Ouais. Encore plus fort? Moi je vais me mettre un peu là. Donc, ouais, c'est pas facile, surtout avec le micro en face. Donc je reprends. Je m'appelle Nicolas Anderson. Je suis designer et biologiste. Je travaille au sein du collectif TAMA que j'ai eu la chance de cofonder. Dans ce collectif en fait transdisciplinaire, on vient à travailler la notion de design relationnel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux relations qui sont créées par des objets, des services, des espaces, au-delà même de la création pure de ces objets, services, espaces. Et là-dessus, on développe des outils de visualisation de ces relations, de réflexion, également des pratiques et des postures, notamment celles de médiation autour de la notion de relation. Et également des méthodes d'enquête qui sont propres à cette question-là. Et de là, on accompagne différents types d'entreprises, organisations, institutions à être en lien avec leur territoire et à vivre concrètement en fait, cette transition, voire même cette redirection écologique. Au-delà de ce travail-là, en fait, on fait des travaux de recherche, notamment où on s'intéresse aux manières indigènes, autochtones de vivre le monde, parce qu'elles sont pour nous des manières inspirantes de créer des nouvelles symbioses, des nouvelles harmonies entre les humains et entre les humains et les non-humains. Je vais te présenter avec Donc, je suis Clément, je suis ingénieur matériaux et designer. Je travaille au sein d'une agence design qui est à Paris qui s'appelle Les Sismo, qui est là depuis à peu près 25 ans, mais également dans la Creuse, dans une vieille commanderie hospitalière, un labo d'hyper-ruralité. On travaille dans ces deux endroits. Au sein de l'agence, on développe une approche autour du soin, James Whisker, en collaboration avec la philosophe Cynthia Fleury. On a fait notamment des conférences au CNAM, un cycle de conférences au CNAM l'année dernière, et cette approche-là, elle part d'une conviction, c'est que le soin est la meilleure manière d'habiter le monde et que le design est une manière de créer du soin. Du soin, je l'ai dit tout à l'heure, pour la planète, les individus, la société à tout niveau. Donc c'est une démarche que je qualifierais d'humaniste,
qui place l'attention au cœur de la création, au cœur de la conception. Et qui amène aussi, qui accompagne à rendre cette transition-là dont tout le monde parle aussi désirable, par une approche aussi qui va être plus sensible. Donc, ce qu'on appelle donc, le design with care. Et donc dans le concret, pour accompagner ces mutations-là, on va accompagner des entreprises à passer d'un mode plutôt de gestion à un mode de l'attention, ce qui n'est pas une mince affaire, et probablement encore plus dur, accompagner les industries plutôt de la production à une industrie de la régénérescence qui s'inscrit dans une bioéconomie ou l'économie de la régénérescence. Là, sur quoi on travaille, on parle un peu de symbiose. Ouais, on va parler un peu. En fait, on a investi ce terme-là de symbiose parce que pour nous, il apparaît finalement comme une nouvelle boussole qui nous permet de désigner un horizon qui est favorable et voire même désirable à la fois dans la réflexion, la sémantique, mais aussi de manière très pragmatique. Et on s'intéresse du coup à ce terme-là qui prend ses racines du grec symbiose, qui signifie vivre ensemble, la dépendance mutuelle, le fait que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et on a investi ce sujet-là parce que finalement, il décrit ce qui nous est propre, c'est-à-dire ce qui nous anime, c'est-à-dire la volonté d'associations mutuellement bénéfiques entre les vivants à toutes les échelles de la vie, que ce soit des comportements biologiques de coopération, comportements d'entraide dans les sociétés, voire même aux notions d'holobionte, ces supra-organismes dont nous faisons partie, qui sont constitués à la fois d'un organisme animal ou végétal, mais aussi d'un ensemble de micro-organismes sans lesquels on ne pourrait pas exister. Donc voilà, à chaque fois que l'on respire, qu'on bouge, qu'on est là, en fait, c'est grâce à ces processus également de symbiose. Voilà, quand vous respirez, je vous invite à en prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui vivent pour que vous puissiez vivre aussi dans votre intégralité. Et en fait, cette symbiose-là, alors peut-être elle peut vous faire écho à ce que vous avez pu entendre ces derniers jours sur le biomimétisme ou ce que vous pouvez lire, qui en fait, en vérité, est un des points de départ de notre réflexion et également un levier de notre rencontre. Et nous, ce biomimétisme, on s'en est inspiré parce qu'il apparaît pour nous comme un code éthique et opérationnel qui permet de prendre des principes, des grands principes qui ont été dessinés, les principes du vivant, qui ont été théorisés, et de les réinjecter dans les cahiers des charges. Et ça a été vraiment un point de réflexion à la base de cette notion de symbiose croisée avec le design. Sauf que dans la pratique, en fait, le biomimétisme, on a trouvé des limites, parce que finalement des dérives, parce que finalement les domaines d'application de cette approche-là de mimétique sont très industriels, où finalement les problématiques et les problématisations se font en silo et continuent à nourrir une espèce de technocentrisme qui pour nous est loin du soin de l'environnement qu'on essaie de prôner. Le simple exemple des winglets, qui sont ces excroissances au bout des ailes, qui sont inspirées des ailes d'oiseaux, et qui en fait pour le vol d'un avion permet de réduire la consommation d'à peu près 30% sur le vol. Et finalement, ok, dans l'absolu c'est bien, mais quand on voit l'usage de l'avion, l'augmentation du trafic aérien en dehors, on va dire des périodes Covid, parce que ça s'est quand même un petit peu évolué, un avant-goût d'effondrement peut-être sur ce sujet-là, mais en fait on est quand même en capacité de se poser des questions, de se dire que finalement c'est peut-être l'usage qu'il faudrait re-questionner et prendre la complexité, ce sujet-là qui est extrêmement complexe, mais de pouvoir y répondre de manière systémique et non de manière silotée. Comme tu dis, c'est un problème qui est extrêmement complexe en fait, là, quand tu parles du trafic aérien, qui est extrêmement profond, et donc les solutions ne peuvent qu'être systémiques. Et c'est aussi le travail qu'on fait en design, trouver une solution élégante, mais qui arrive à englober tout un système de problématiques qu'on aurait décelées, surtout arriver à questionner systématiquement avant même de faire un cahier des charges et de poser le pourquoi. Je pense que tout le monde n'est pas très familier avec la démarche de designer. En quelques lignes, en quelques mots, le design c'est un mode de conception qui est centré sur l'humain, sur ses besoins, qu'on espère même fondamentaux. Et pour aller un cran plus loin, la conception est intrinsèquement liée à la réalisation. Sinon, c'est plus proche du consulting, l'innovation par réalisation. Aussi, on met en place, on réalise. Donc la démarche de design,
Donc c'est à plusieurs niveaux, mais peut-être pour vous donner quelques éléments, c'est quelque chose qui est très ancré sur le terrain. Donc on mène aussi des études de terrain, on a une démarche d'empathie qui est proche de l'utilisateur, proche des besoins. C'est aussi une autre vertu, c'est le rôle de facilitateur, de facilitation. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table. On fait un projet design, on essaye de faire en sorte que chacun y trouve son compte. On n'a pas de solution miracle. Si on nous demande de créer l'amour entre un homme et une femme, on n'arrivera probablement pas. Par contre, on sait éteindre la lumière pour favoriser aussi un contexte qui puisse être favorable. Donc c'est dans cette veine-là, en tout cas, qu'on avance, et c'est enfin une démarche d'expérimentation continue. On éprouve les concepts sur le terrain, on fait des proof of concept, etc. Donc on place l'étude terrain et l'expérimentation vraiment au cœur même de la démarche de conception. Ce qui en soi assez éloigné, je reviens là-dessus, mais moi qui étais ingénieur avant, on met une distance avec ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on va dans le design, mais en tout cas on va créer un cadre de bienveillance pour se hasarder, pour oser se tromper, pour apprendre avec des gens qu'on ne connaît pas, des disciplines qu'on ne connaît pas. On aura le temps d'en discuter. Donc on se rend compte que dans la pratique, il y a aussi un questionnement qui peut se faire. Et finalement, toutes ces réalisations qui émergent de ce travail de terrain, qui aujourd'hui est fondamental du design, il est quand même un petit peu illustré par une espèce de filtre artificiel qu'on s'est instauré, cette espèce d'anthropocentrisme où on crée des espaces, où les humains créent des espaces pour les humains, mais sans réfléchir de manière, encore une fois, systémique et centrée sur son milieu. D'autres individus non humains ont également leur place, et comment on réfléchit le design pour ces non-humains au même titre que le design pour ces humains. Et donc pour nous, le design a un rôle de se désanthropocentrer, de changer cette focale-là pour passer d'une focale anthropocentrée à une focale mésocentrée sur les questions d'habitabilité d'un milieu, etc., etc. Et le design a également un rôle clé à jouer, celui de s'inscrire, de s'ancrer en fait dans cette réalité-là, notamment par le terrain et l'expérimentation. Et de regagner finalement une place d'humilité par rapport à tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait place dans un milieu. C'est extrêmement dur, hein, parce que ce petit bonhomme là, qui est un peu ce démiurge là, qui est en haut de la pyramide, il y a besoin de casser cette pyramide et de remettre l'humain aussi, l'homme aussi dans une position d'humilité face aux autres espèces qui est autour. C'est-à-dire que là on change un peu cette focale-là qui était vraiment sur l'humain, ses besoins, voire même l'humain, voire même un client, hein, dans un contexte qui est aussi de marketing, adossé à la croissance, etc. Donc là on essaie aussi de casser ça et de se dire comment est-ce qu'on met le design au service d'un milieu de vie, au service de la vie, tout simplement. Et essayer de faire milieu. Faire milieu, c'est une définition qu'on essaie de poser, on la trouve intéressante, on va beaucoup parler de faire société. Le milieu est aussi intéressant dans son étymologie, c'est le méso, c'est le lieu partagé, le lieu commun qui s'oppose en tout cas à l'oikos, c'est la maisonnée, mais qui a donné éco. Pourtant on dit bien écologie, on dit bien éco-responsable. Nous on milite plutôt pour un mésocentré plutôt que éco-centré. C'est vraiment la notion de partage de ces valeurs-là qu'on met au centre. Du coup, le design, aussi la démarche de designer qu'on met en place, c'est de trouver avec finesse, avec subtilité, les moyens d'atteindre un équilibre après avoir mis en place ces diagnostics de relations. On va y revenir juste après. Et donc, de retrouver un équilibre dans un milieu. Et on en arrive à la boussole. En fait, le travail qu'on essaie de faire de tous ces concepts, de toutes ces idées, c'est essayer, encore une fois, de le faire atterrir. Et en fait, pour nous, le terme de symbiose, qui est très inspirant, on cherche à le faire atterrir par cette notion de boussole, cette nouvelle boussole qui, encore une fois, est là pour guider nos pratiques et nos manières d'appréhender le monde. Et en fait, fondamentalement, au centre de cette boussole-là, c'est vraiment ce travail de terrain qu'on défend depuis le début, mais pour investiguer finalement les différentes relations qui peuvent exister dans un milieu, à la fois entre les humains et entre les humains entre eux, mais également entre humains et non-humains. Donc finalement, le design apparaît comme un outil d'optique qui permet de révéler, d'appréhender et de se situer surtout dans le milieu auquel on va investiguer, de comprendre les complexités relationnelles qui existent et de pouvoir les travailler, s'inscrire à l'intérieur de ce milieu-là, de prendre cette posture alors ça nécessite, on va dire, un décentrement, un décentrage, etc.
Mais ça nous permet de comprendre finalement dans ce milieu-là s'il y a besoin de faire quelque chose, comment on peut recréer du lien là où il y a eu de la distance qui s'est instaurée, là où le lien, la séparation, la rupture homme-nature est complète, comment on peut la réinvestir pour renouer ces liens, recréer du lien, ou alors comment, en comprenant ce qui se passe dans ce milieu-là, comment on peut s'en décaler, s'en sortir et voir si ce milieu-là finalement ne doit pas être rendu indisponible à cette création. On ne doit pas défaire ou ne pas faire dans ce milieu-là, parce que finalement cette immersion terrain, elle nous a fait comprendre que le milieu n'est pas adéquate pour y rajouter quelque chose d'extra. Et du coup, fort de ce constat-là, donc cette analyse donc, des relations de cohabitation qu'il y a ancrées dans un milieu, des relationnalités, des dilemmes qu'il peut y avoir dans ce milieu-là, en tant que designer, on cherche à mettre en place de façon plus concrète des pratiques, ou pas, parfois comme je dis, il faut mieux ne rien faire. Et ces pratiques-là, elles ne sont pas figées, cristallisées. Le but c'est de les ajuster, de les accommoder justement aux autres espèces à qui on doit notre existence, aux autres dynamiques écologiques. C'est un processus comme ça aussi de réajustement permanent, de re-questionnement qui se fait dans la durée, mais qui est aussi dans l'ADN même de notre travail de design. De se dire également, il y a une population d'individus, quel mécanisme de gouvernance je vais mettre en place une fois que je serai parti pour assurer la pérennité des communs qu'on aura pu identifier ensemble, et comment je vais faire évoluer ces processus de délibération par exemple dans le temps, comment est-ce que je vais documenter aussi différents endroits, différents milieux qui ont sûrement beaucoup de choses à se transmettre. Comment le designer finalement est un passeur aussi. Comment on aime bien cette expression-là, mais comment il est un passeur entre des populations, entre des cultures, etc. pour pouvoir en fait vraiment se situer et créer cet équilibre et pas déséquilibrer sur certaines populations. Voilà, comment tout le monde peut y trouver son compte sans uniformiser la totalité sous des concepts globalisants ou sous des réponses globalisantes. On va terminer cette petite balade illustrée. Ce qu'on avait fait avec l'autre groupe finalement qui marchait bien, c'est que si des personnes voulaient réagir sur des choses qui ont été mentionnées ici, des notions, peuvent venir ici, soit c'est une question qui nous est adressée. Aujourd'hui c'est un chantier vraiment ouvert qu'on propose, c'est un travail d'exploration qui trouve aussi des moments concrets dans des projets, mais on souhaite ouvert, c'est pas l'apanage ici du design, mais c'est aussi un bon carrefour de projets. Je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose, parce qu'on n'entend pas beaucoup quand on parle de là, mais on peut toujours essayer. C'est très intéressant. Vous mettez des tas de mots savants sur des choses que je ressens et que j'essaie de mettre en place à partir de votre milieu. Vous pourriez donner un exemple que vous vivez pour que ce soit concret? Pareil, On peut donner plusieurs exemples en fait, parce que cette boussole-là, on l'a construite aussi par l'expérimentation que nous on a dans nos pratiques. Par exemple, au collectif, on s'intéresse à créer des outils de représentation finalement de ces relations pour les cristalliser, parce que tout le monde a conscience ou sait un petit peu la relation qu'il a autour d'une organisation. C'est voilà, tel service, c'est qu'il est en relation avec qui. C'est rarement conscientisé, cristallisé dans des outils. Donc nous on développe, on ne peut pas les montrer là en fait, parce qu'on n'a rien pour montrer, mais où on fait des cartographies finalement de relations, d'ancrage au territoire, comment finalement, quelles sont les relations, qu'est-ce qui qualifie ces relations-là, et comment on investit finalement par après les discussions, ces différentes relations. Donc ça peut être un exemple. Est-ce que tu veux parler d'un autre exemple? C'est fini? Ah ok. On pourrait préparer d'outils, mais c'est des choses assez visuelles aussi pour créer du dialogue, donc là c'est compliqué. On pourrait parler de petits exemples concrets, mais je suis pas sûr que ça apporte beaucoup aujourd'hui pour vous représenter. Ah, ouais, non. Quels sont vos commentaires? Alors aujourd'hui, pour être très clair, on n'est pas dans une démarche commerciale avec des clients, on ne travaille pas ensemble, c'est plutôt une mutualisation d'expériences et d'expérimentation qu'on mène sur des projets en design qui nous amène aujourd'hui à travailler sur un cadre de conception en tout cas qui serait au service d'un milieu, en tout cas dans lequel on s'intègre. Après on peut parler de projets qu'on a avec des clients, mais ça va être des petits bouts, des briques, ce serait un peu long de raccrocher à ça et je pense pas que ça puisse amener beaucoup à
à se représenter le cadre qu'on vous propose ici. Mais Vous avez mesuré l'impact de vos actions dans un environnement précis. Vu que c'est finalement un travail de recherche, on n'a pas encore ce recul. Oui, d'accord. C'est une recherche. Oui, c'est une recherche qui c'est est vraiment... D'accord. Ouais, non, mais on vient chercher C'est vraiment une recherche et c'est vraiment Est-ce que vous imaginez un horizon qui est assez ambitieux, la symbiotique? Est-ce que vous imaginez un monde où tout le monde serait designer? Parce qu'on parle quand même beaucoup du design participatif. Si par exemple on fait quelque chose sur les territoires, les gens ont des choses à dire, les gens qui habitent un monde sans arrêt des trucs, vous arrivez là-dessus avec un savoir-faire différent, complémentaire, mais est-ce que, parce que je veux dire, si on met le mot symbiotique, ça veut dire qu'à un moment donné, la nature qui est autour de vous, les acteurs, etc., amène du design. Vous n'êtes pas en position de surplus comme les dieux le père, vous êtes, voilà, vous êtes plutôt des médiateurs. Que, je pense que moi je connais bien le problème, parce que je suis aussi designer, mais on est dans une situation où le design est en train de nous limiter considérablement. Et comment vous ressentez ça? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose où tout le monde serait designer? Vous voulez discuter entre vous de ça ou... On est ensemble, on veut dire qu'est-ce qu'on veut faire sur notre territoire, on veut designer le territoire. Comment vous prenez ça? Alors, la réponse c'est tout le monde ne sera pas designer, tout le monde fera du design. Ce qui n'est pas pareil. Voilà, mais quel va être le rôle du designer? Non, mais le rôle du designer, il a un rôle essentiel à jouer, entre autres, de maîtriser ça et d'être l'animateur du jeu et puis il leur rappelle de la méthode. Mais le design, c'est un projet collectif dans lequel il y a plein de disciplines. Voilà. Le design, c'est le projet. Le symbiotique, c'est aussi ça, c'est-à-dire de prendre ce qui va venir de... Moi, j'ai vu, par exemple, dans l'agroécologie, par exemple, quand on design des solutions d'agroécologie, avec des agronomes, etc., on va dire qu'est-ce que la nature va amener. Et on va regarder comment la nature agit. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre des produits qu'on introduit de l'extérieur. Il y a une maladie qui arrive, des limaces qui arrivent, etc. On essaye, etc. La nature fait des essais-erreurs et donc on travaille avec. Donc je pense que c'est dans votre schéma, c'est cette symbiose. Et le fait de l'humilité, c'est la disparition aussi du mauvais aspect du design. complètement. Nous, on s'est aussi beaucoup nourri dans nos réflexions des principes de la permaculture, qui sont aussi des principes qui, tout comme les principes du vivant qui ont pu être théorisés dans le demi-métisme, peuvent venir être des sources d'inspiration qui sont extrêmement fortes. Et en effet, il y a ce faire avec qui vient s'instaurer. Et en effet, pour reprendre les mots, c'est vrai que tout le monde ne sera pas designer, parce qu'il y a, on va dire, il y a une capacité du designer quand même à maîtriser tout ça, à rendre compte de la complexité de cette systémique, du coup pas forcément appréhendable, mais que le designer peut mettre au service d'eux pour essayer de créer finalement des méthodes de dialogue commun, de devenir finalement ce passeur-là, ce médiateur. Ce sera les mots de la fin. Merci. On va rediscuter après. On est toujours là.